Donc, oui, donc Pierrick Gaudry est donc spécialiste de théorie algorithmique des nombres, notamment des problèmes de factorisation et de calcul logarithme discret. Avec ses collègues Paul Zimmermann et d'autres, il détient des records de factorisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur le logarithme discret, avec ses collègues Thomé, Barbulescu et d'autres, ils ont obtenu un résultat majeur il y a quelques années, montrant que toute une série de courbes elliptiques qu'on croyait solides étaient en fait vulnérables, au sens où le logarithme discret était assez facile à calculer dessus. Et du coup, tous les administrateurs de sites web se sont mis à changer leurs clés de chiffrement pour être sûr de ne garder que les bonnes. Donc ça, c'est une partie du travail de Pierrick, mais c'est aussi un expert de vote électronique, donc avec ses collègues Véronique Cortier, Stéphane Glondu et d'autres. C'est un des auteurs de Belenios, qui est un système de vote électronique disponible en logiciel libre et donc extrêmement rigoureux d'un point de vue cryptographique et sécuritaire. On s'en sert au Collège de France pour certains votes entre professeurs qui ne peuvent pas attendre la prochaine assemblée physique. On s'en sert aussi à l'Académie des sciences pour tous les votes impliquant l'ensemble de l'Académie, parce qu'il est essentiellement impossible de réunir tout le monde pour un vote physique. Et je pense qu'il y a d'autres universités, notamment, qui utilisent Belenios pour divers votes professionnels. Et donc aujourd'hui, il va un peu nous parler de ces deux amours, d'une certaine manière, et de nous parler un petit peu de quelles sont les primitives cryptographiques, quels sont les besoins en cryptographie d'un outil comme Belenios. Pierrick, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour l'introduction. Alors effectivement, mon passif est très théorie algorithmique des nombres pour la crypto, et ça fait 10-15 ans que je m'intéresse au vote électronique de plus en plus. Initialement, c'était assez loin mes considérations, courbes elliptiques, on va dire, théorie des nombres et vote électronique. Et de plus en plus, je constate que tout ça, c'est extrêmement lié. Quand on discute avec des gens qui font du vote électronique en vrai, ils finissent par avoir des problèmes aussi de théorie algorithmique des nombres. Donc j'aime bien avoir ce grand spectre. Les choses que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est très orienté calcul sécurisé, donc vers le sujet thématique de ce cours. Et donc, je vais zoomer, je passe au plan. Je vais parler quand même un petit peu du vote électronique en général pour vous situer le contexte et vous montrer où est-ce qu'on a des besoins, en particulier de preuve zero knowledge, qui est vraiment un outil très chouette pour faire des calculs ou dire des choses sur des objets sans révéler trop d'informations. Et je parlerai aussi d'un autre aspect de calcul sécurisé qui est le dépouillement complètement en aveugle. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus sur le volant académique, c'est a priori pas déployé, et là ça utilise des techniques plutôt de calcul multipartie, donc on n'est pas encore sur du complètement homomorphe, mais on a un peu cette idée qu'on va vouloir faire des calculs avec des portes et où ça va faire écho quand même pas mal à ce qu'il y a eu ce matin. Donc voilà un peu le plan de ce que je vais raconter, et donc je démarre avec le vote électronique, et qu'est-ce qu'on veut dans le vote électronique? La première idée qu'on a, c'est ce serait bien que ça préserve le secret du vote. Bon, il ne faut pas oublier que des fois, ce n'est pas souhaitable. Il y a typiquement, les votes à l'Assemblée nationale ne sont pas bulletins secrets, enfin en tout cas pour une partie d'entre eux, on a envie de savoir ce que nos élus, nos représentants prennent comme position. Ça fait partie du job. Mais bon, quand même, souvent, on considère que ça relève un peu de la protection de base de la vie privée. C'est mes opinions, mon vote, donc ça doit être protégé. Et avec une vision plus sécurité informatique, le secret du vote est important aussi pour préserver le libre choix du vote. C'est-à-dire que si on n'a pas le secret du vote, les gens peuvent craindre de ce que vont penser les autres, et donc de ne pas voter librement.
Donc ça, on voit qu'on se rapproche de notions secret, et puis on va vers achat de vote, coercition et ce genre de choses. Donc vraiment, le secret de vote, c'est la première protection de base contre la coercition. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà une grosse protection. La difficulté, quand on essaye de définir proprement quelque chose comme le secret du vote, c'est que le résultat d'une élection révèle de l'information, heureusement. Sinon, si le vote était complètement indépendant, enfin, le résultat du scrutin était complètement indépendant de l'attention des gens, ça ne serait pas top. Et donc, forcément, ça révèle l'information, et vous avez tous en tête, j'imagine, le cas de l'unanimité. Quand on a une unanimité, il n'y a plus de secret du vote. Quand on a des bureaux de vote minuscules, c'est pareil. Le secret du vote peut se dégrader énormément. Il y a des effets marrants aussi. Les petits nouveaux du village, jusqu'à l'année dernière, jamais personne n'avait voté pour tel parti écolo. Il y a 2 petits nouveaux qui viennent d'arriver, et bizarrement, aux prochaines élections, on a 2 votes écolos qui apparaissent dans l'urne. Bon, voilà, le secret du vote, il faut qu'il capture, quand on veut le définir formellement, il va falloir capturer ce genre de choses. Je ne vais pas montrer aujourd'hui comment on fait ce genre de définition formelle pour le vote électronique, mais c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est compliqué, y compris les électeurs ne sont pas tous gentils. Ils peuvent tout à fait décider de sacrifier leur voix pour tenter d'apprendre comment a voté quelqu'un d'autre. Donc, on a besoin comme ça de prendre en compte ce type de scénario un peu bizarre quand on essaye de définir proprement la sécurité d'un système de vote. Donc c'est vrai pour le secret, c'est vrai pour la vérifiabilité, c'est-à-dire l'exactitude du résultat. On a des prérequis. Il faut avoir une liste fixe d'électeurs légitimes, sinon on ne va pas pouvoir vraiment garantir que le résultat est bon, enfin parler de qu'est-ce que c'est qu'un résultat exact. Et chaque électeur doit aussi avoir une intention bien définie. Quand on commence à avoir des votes aléatoires ou ce genre de choses, on va avoir du mal à définir ce que c'est qu'un résultat exact. Mais voilà, on prend ces 2 prérequis qui paraissent raisonnables, et on veut que le résultat corresponde à l'intention des électeurs, ce qu'ils ont dans leur tête. Et là encore, il y a des petites subtilités quand on va faire des définitions liées aux électeurs malhonnêtes, mais là encore, on arrive à s'en sortir. On va avoir un résultat qui correspond aux électeurs honnêtes, et puis des choses bruitées par les électeurs malhonnêtes. Quand on veut parler de l'exactitude du résultat, ce qu'on veut, c'est que les gens soient convaincus que le résultat est correct, et là, on touche à la notion plutôt de vérifiabilité. On veut rendre les participants, que ce soit des électeurs ou des auditeurs, acteurs de cette vérification que le résultat est correct, de sorte à convaincre raisonnablement. C'est pas le tout de dire « Ah, voilà le résultat, je vous assure, il est bon ». Et donc, on va vouloir avoir on découpe en général ces propriétés en différentes sous-propriétés, parce que c'est plus facile à étudier. Vérifiabilité de l'intention, à savoir, je vais voter quelque chose, mon bulletin qui part de ma machine, en général c'est un chiffré, Elgamal ou autre, est-ce qu'il contient bien mon intention, même si mon ordinateur est malhonnête? Voilà, ça c'est une propriété qu'on voudrait pouvoir garantir parfois. Vérifiabilité individuelle, c'est je vais voir mon bulletin présent dans l'urne. Vérifiabilité universelle, quiconque va pouvoir vérifier que ce qu'il y a dans l'urne correspond au résultat qui est proclamé à l'arrivée. Et les histoires de est-ce que c'est bien que des gens légitimes qui ont mis les bulletins dans l'urne, que ça correspond à la liste électorale. Donc là, on voit qu'on essaye un peu de calquer des propriétés qu'on a, un peu de transparence qu'on a dans un scrutin à l'urne, dans un bureau de vote, avec cette urne transparente, le dépouillement public, etc. Et on essaye de les transcrire dans un vote à distance. Une fois qu'on a défini un petit peu ces propriétés, on va aussi devoir définir qui c'est qui les gentils, c'est qui les méchants. Donc on va, pour chaque propriété, tenter de définir de choisir un ensemble de composants qu'on suppose honnêtes. Le reste du monde va être malhonnête, y compris peut-être certains composants du système, et collaborent entre eux en plus. Et dans ces conditions-là, on essaye de prouver que la propriété reste vraie. Et donc, ce type de résultat qu'on a, c'est donc pour telle propriété, elle va être vraie si cet ensemble de composants est honnête, ou si cet ensemble est honnête, ou si cet ensemble est honnête, comme ça. Ça nous permet un peu de définir qu'est-ce qu'on a exactement comme propriété de sécurité. Et donc ce système, donc les propriétés et qui est honnête, malhonnête, ça nous définit un modèle de confiance. Et la CNIL, typiquement, en France, là, elle définit 3 niveaux de sécurité, correspondant en gros à 3 modèles de confiance. Et selon l'enjeu des élections, il faut être conforme à un de ces 3 niveaux.
Et donc typiquement, là je vais mettre un petit exemple, les bulletins vont être chiffrés en général, comme je l'ai dit, mon vote est envoyé chiffré, et la clé de déchiffrement, c'est un chiffrement asymétrique, hein, la clé de déchiffrement, c'est pas une seule personne qui va la posséder, elle va être répartie sur n autorités, et on va faire des hypothèses du style, enfin on va essayer de prouver des propriétés du style, le secret du vote tient sous réserve qu'au moins une de ces autorités est honnête, et que mon ordinateur de vote est honnête. Parce que, au moins pour le secret du vote, en général, je clique sur le nom de celui que je veux, et donc mon ordinateur, s'il y a un virus dessus, il sait pour qui j'ai voté. Donc voilà le type de propriété qu'on essaie de montrer. Et idéalement, la vérifiabilité du résultat va tenir sur très très peu d'hypothèses, par contre. C'est-à-dire que même si toutes les autorités là, qui possèdent la clé de déchiffrement sont malhonnêtes, ils vont peut-être casser le secret du vote, mais ça serait bien qu'ils n'arrivent pas à changer le résultat. Donc voilà, c'est juste pour dire, selon les propriétés, on n'a pas les mêmes, on n'est pas obligé de faire confiance aux mêmes personnes. La mise en œuvre de tout ça, je vais essayer de vous la montrer en vous expliquant un petit peu comment fonctionnent les systèmes Helios et Bellenios. Donc Helios, c'est le grand-père de Bellenios. Il a été inventé fin des années 2000 par Benedida. C'est un système qui reprenait un peu, enfin qui a fait un peu le point de tout un tas de choses qui existaient de niveau académique et qui a transformé ça en un système réel avec une plateforme en ligne où chacun pouvait mener ses propres élections. Donc quelque chose qui marchait en vrai. Il a fait un peu sortir le vote électronique des papiers académiques. Donc c'était un gros truc. En 2009, il a été utilisé pour l'élection d'un président d'université, l'Université catholique de Louvain, comme une grosse université. Et depuis 2010, c'est utilisé pour les élections de l'IACR, c'est l'association internationale de crypto, de recherche en crypto. Et depuis, Helios, c'est une sorte de modèle au sens un paradigme de vote par Internet. C'est-à-dire, en général, quand on a une nouvelle idée sur une certaine partie, on se dit « Ah bah tiens, est-ce que ça se greffe bien dans Helios ?» Et puis comme ça, on fait notre article où on écrit notre nouvelle idée, et puis on obtient une variante d'Helios, parce que comme ça, tout le reste, on le garde tel quel. Donc c'est un peu cette idée, Helios est devenu une sorte de paradigme sur lequel on s'appuie. Et il y a une dizaine d'années, avec mes collègues Véronique Cortier et Stéphane Glondu, on a voulu importer un petit peu Helios en France, et on s'est rendu compte que déjà, il y avait certains problèmes de sécurité, enfin en tout cas, c'était pas complètement... Ouais, on se disait qu'on pouvait faire un peu mieux. Et par ailleurs, on voulait l'adapter au système français, à savoir un support multilingue, c'est bête, mais voilà, Helios ne parlait pas français. La possibilité de voter blanc. En France, il y a les gens n'imaginent pas qu'on puisse leur interdire de voter blanc, et pourtant Helios ne supporte pas le vote blanc. Donc voilà, il a fallu rajouter des preuves zero knowledge pour tenir en compte le vote blanc. Et puis, vu qu'on est en France, c'est écrit en camel, donc voilà. Donc il y a également une plateforme en ligne, comme pour Helios. Et actuellement, là, elle tourne, et on a environ 1500 élections par an qui sont faites, et au total, ça fait à peu près 200 000 électeurs par an. Voici comment fonctionne Helios, ou Bellenios. On a un prérequis qui est, on a un tableau d'affichage public, je vais le noter PBB, où on peut écrire, mais on ne peut pas effacer les données. C'est quelque chose qui va être write-only, on écrit dessus. Ça va être pratique pour que les gens aient une vue commune de choses qui ont été publiées. Première étape, il y a une commission électorale qui va, en gros, fixer les règles. Donc la liste électorale, donner les noms des tiers de confiance de ceux qui vont... des autorités de déchiffrement et une autorité qui s'appelle autorité de code de vote. Et puis dire quelles sont les questions, quelles sont les réponses possibles et comment est-ce qu'on a le droit de cocher. Dans une deuxième phase du setup, ces autorités de déchiffrement, là, qui ont été donc adoubées par la commission électorale, vont effectuer un protocole de génération-distribution de clés. C'est-à-dire qu'elles vont faire quelques petits échanges cryptographiques, et à la fin, elles vont obtenir chacune un morceau de clé secrète correspondant à une unique clé publique qui va être la clé publique de l'élection qu'on poste sur le tableau d'affichage. Donc, ce protocole, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est vraiment comme, en gros, c'est un keygène comme ce que Xavier a montré ce matin, mais au lieu que ça soit juste un algorithme, c'est un petit protocole entre plusieurs personnes, et ça fournit des clés secrètes distinctes, et il faut obtenir toutes les clés secrètes pour pouvoir déchiffrer. Évidemment, non pas évidemment, mais c'est un élément qui est important,
on va publier en plus des preuves zero knowledge, comme quoi tout s'est bien passé. Typiquement, chaque autorité va au moins montrer qu'elle possède bien la clé secrète associée pour qu'elle puisse réussir à faire le déchiffrement. Dernière étape du setup, une autorité de code de vote va créer des clés de signature pour chaque électeur, une clé pour chaque électeur. Et donc elle va envoyer la clé de signature à l'électeur et elle va mettre sur le board la clé publique qui permet de vérifier la signature. Voilà. Donc on a comme ça, sur le board, on voit apparaître tout un tas de clés de vérification. Et ça va nous permettre d'aider à garantir qu'il n'y a pas eu de bourrage d'urne, que les seuls bulletins qui ont été envoyés sont par des électeurs légitimes. Donc voilà, j'ai résumé ça sur le petit dessin. Ici, on a les autorités de déchiffrement. Elles font une tambouille entre elles pour créer une clé publique. Et ça, c'est tous les morceaux de clés secrètes qu'elles ont. Et puis de l'autre côté, l'autorité de code de vote envoie donc des clés de signature et les clés publiques correspondantes sur le board. La phase de vote, une fois qu'on a fait tout ça, donc prenons un électeur, une électrice, A, Alice, elle va faire un choix, 0 ou 1, on se place dans un système très simple, là, on suppose juste qu'on veut voter 0, oui ou non, et donc son ordinateur va calculer un chiffré Elgamal de ce vote avec la clé publique de l'élection, PKE, qu'elle a trouvée sur le board. On va appeler ça BA. Elle va produire une preuve zero knowledge que ce bulletin est bien formé. Donc ça va être une donnée algorithmique, cryptographique, qui va garantir qu'elle n'a pas fait n'importe quoi dans cette étape « je chiffre mon vote ». On va voir après que c'est important. Mais évidemment, il ne faut pas que ça révèle son vote. Et en plus de ça, elle va signer le tout avec donc, son code de vote. Elle envoie tout ça à un serveur, après s'être authentifié auprès du serveur, et le serveur poste ça sur le tableau d'affichage. Et donc, il va y avoir tout un tas de vérifications qui doivent être effectuées. La signature doit être valide, la clé de signature qui a servi à chiffrer le bulletin, il doit bien y avoir la clé publique correspondante sur le board, etc. etc. Voilà. Et ensuite, on arrive à la phase de dépouillement en faisant du homomorphe, ou plus exactement du semi-homomorphe. Donc ça, c'est un exemple que Xavier avait déjà mentionné, mais on le fait vraiment dans Helios et dans Belenios. On va utiliser la propriété donc semi-homomorphe, on utilise juste une seule opération, pour pouvoir calculer un bulletin accumulé. Donc on récupère sur le tableau public tous les BI, là, le bulletin d'Alice, le bulletin de Bob, etc. Donc B1, B2, BN. Et comme c'est déchiffré, il s'agit de chiffrer avec un chiffrement homomorphe, on peut multiplier ces chiffrés entre eux, et ce qu'on va obtenir, c'est le chiffré de la somme des votes. Chaque vote était un 0 ou un 1 selon on votait oui ou non, et donc ce qu'on obtient, c'est le chiffré du nombre de oui. Et donc ensuite, on va pouvoir demander aux autorités de déchiffrement de déchiffrer ce bulletin, et donc on obtiendra le résultat du vote. Les autorités de déchiffrement, là, elles vont calculer le résultat du vote. Évidemment, ce qu'elles vont faire, elles ne vont pas donner leur clé secrète en disant « Ah ben voilà la clé, maintenant allez-y, déchiffrez, vous pourrez voir que c'est bon ». Non, elles déchiffrent elles-mêmes, mais donc il faut bien qu'on s'assure qu'elles n'ont pas triché. Elles pourraient dire « Ah ben non, finalement c'est machin qui a gagné », alors que non. Et donc là, on va avoir besoin aussi d'une preuve zero knowledge qui prouve que le déchiffrement s'est bien passé. Et il faut que ça soit zero knowledge, il faut évidemment absolument ne rien révéler sur la clé secrète qui a été impliquée, ni sur les votes individuels qui ont circulé avant. Donc voilà, si on résume un petit peu, là je vous ai fait un survol très rapide de système de vote, mais on voit qu'il y a eu des ZKP, des preuves zero knowledge. Je vais dire ZKP assez souvent, excusez-moi, c'est zero knowledge proof. Donc il y en a un petit peu partout. Pour que le setup se soit bien passé, j'ai déjà dit, c'est bien quand même de s'assurer que les autorités connaissent la clé secrète pour qu'ils puissent dépouiller à la fin. En fait, à l'intérieur du protocole, il y a aussi des nécessités de faire attention à ce que, typiquement, par exemple, que le dernier qui joue et qui doit tirer sa partie secrète, il ne fasse pas ça en fonction de ce que les autres ont déjà joué. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça qui doivent être vérifiées. Et donc on publie tout le transcript de ce protocole pour que tout le monde puisse s'assurer que oui, le protocole s'est passé correctement. Pour la bonne formation du bulletin,
C'est important à cause du chiffrement homomorphe, hein, parce que si un électeur qui serait partisan du oui, il va chiffrer 2 à la place de 1, et donc son vote compte double. Et pareil pour le non, on pourrait chiffrer -1 et, au lieu de 0, et le vote compterait double aussi. Et quand je dis 2 et -1, je suis gentil. Hein. Si c'est moi qui attaque, je mets 100. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que pour le cas où le bulletin est plus complexe, on essaye par exemple, on a les cas un petit peu fréquents qu'on a en France, et on doit choisir des listes, et puis à l'intérieur des listes, on a le droit de biffer des noms, de rayer des noms. Alors vous devez avoir des preuves zero knowledge comme quoi vous avez voté que pour des gens qui sont dans la même liste, et ce genre de choses. Ou alors que vous avez voté blanc. Donc ça fait des règles un petit peu complexes, et on a besoin de preuves zero knowledge pour ça. Et puis on a une preuve de bon déchiffrement à la fin, ça j'en ai déjà parlé. Et donc, si on se rappelle cette histoire de modèle de menace, modèle de confiance, etc., les preuves zero knowledge qu'on met, en fait, ça permet de réduire les hypothèses. On ne change pas vraiment les propriétés qu'on veut, on réduit les hypothèses, j'ai plus besoin de faire confiance en telle personne. Donc voilà, alors j'y viens sur ces preuves zero knowledge que j'ai évoquées et comment elles fonctionnent. On va s'appuyer sur le chiffrement Elgamal exponentiel. Je vais passer vite sur ce slide parce qu'on l'a vu il y a 1 heure. Mes notations, c'est essentiellement les mêmes, si ce n'est que je n'ai pas dessiné le groupe G pareil. Je note ZQ, c'est Z sur QZ, les entiers modulo Q, où Q est l'ordre du groupe. Et en général, je note PK et SK, des clés secrètes et clés publiques, donc clés secrètes, clés publiques associées. Et voilà, donc mon chiffrement, je le note comme ceci, c'est le E cursif de tout à l'heure. Et donc le chiffrement d'un message M est un petit entier, hein, vous vous rappelez, en chiffrement exponentiel, on ne peut pas chiffrer n'importe quoi, il faut que ce soit des petits entiers, sinon on ne va pas déchiffrer. C'est cette formule-là. Alors moi je vais présenter la formule de manière différente, donc autant que je raconte un petit peu. Je considère que lors du setup, là, ce qui s'est passé, c'est une première étape de Diffie-Hellman. Pour ceux qui connaissent le protocole de Diffie-Hellman, vous reconnaissez, je tire un élément au hasard et j'élève mon générateur à la puissance cet élément. Donc ça, c'était la partie là-haut. Et donc, quand je veux faire un chiffrement, ce que je fais, c'est que je fais l'autre côté de Diffie-Hellman. Je tire un R au hasard et je fais G puissance R. Et puis, grâce à ça, on s'est fait une clé secrète commune qui est le PK puissance R et qui est aussi égale à G puissance... bref, on n'a pas besoin. PK puissance R, de toute façon, il n'y a que l'autre qui doit déchiffrer. Et donc, on a cette clé secrète commune, PK puissance R, qui va nous permettre de communiquer avec une sorte de masque jetable, notre élément secret, G puissance M. Donc M est un élément de ZQ, hein, enfin c'est un entier, on le voit comme un élément de ZQ, Z sur QZ, et donc on convertit en élément de groupe en élevant G à la puissance de cet élément. Le déchiffrement, on a besoin d'élever le premier élément à la puissance, la clé secrète, et puis de faire un petit log discret, mais qui est facile parce qu'on a très peu de valeurs de M. Voilà, je m'arrête là pour ce slide. Le semi-homomorphe, on en a suffisamment parlé ce matin. Comme on est en exponentiel, hein, ça fait bien le chiffrer de la somme et pas du produit. Alors, avec ça, maintenant, je vais vous faire une preuve zero knowledge de connaissance d'un logarithme discret. Ça va être un algo, là, un petit protocole sur lequel on va passer pas mal de temps. Ça va être un peu un fil rouge pendant 4 ou 5 slides. L'idée, donc on a notre contexte avec un groupe G, un générateur petit g, et puis on a H, un élément de G. Moralement, ça va être une clé publique. J'ai une certaine entité, un prouveur, P, qui connaît le log discret de H. C'est sa clé secrète, en fait. Donc, il connaît X tel que H égale G puissance X, et il veut convaincre un vérifieur que c'est bien le cas, qu'il connaît ce X. Évidemment, il ne veut pas lui donner. Donc, j'ai déjà dit pourquoi ça servait pendant le setup du vote. Ça va se passer comme ça. P, il commence par tirer un entier K au hasard, un entier modulo Q au hasard, et il calcule grand K égale G puissance K. Il envoie ça au vérifieur. V, il va tirer au hasard, donc ça c'était une phase de mise en gage. Ensuite, V, il répond en lui envoyant un défi, ce qu'on appelle un défi, qui est juste un entier au hasard, E. Et la réponse de P va être de calculer S égale K moins XE modulo Q. Et c'est ça qu'il envoie, c'est S, il envoie ça au vérifieur, qui va accepter la preuve si et seulement si on a
K, grand K, égale G puissance S fois H puissance E. Normalement, vous êtes perplexe et vous dites ouais, bon, ok, il a fait des trucs. Bon, on peut au moins vérifier que si tout se passe bien et si tout le monde est honnête, V à la fin il dit ok. Alors vérifions. G puissance S fois H puissance E, là, le S c'est K moins XE, donc ça fait G puissance K moins XE, le H est égal à G puissance X. Donc H, il devient G puissance X fois E, on développe, on a le G puissance K qui sort, et les XE qui s'en vont, on obtient bien grand K, c'est bon, si ça s'est bien passé, le vérifieur, il accepte. Maintenant, pourquoi c'est sûr et pourquoi ça fait ce qu'on veut? On va faire un petit pas de côté, prendre un petit peu de recul avant de regarder ça. En fait, ce qu'on a vu là, c'est un exemple de ce qu'on appelle un protocole sigma, c'est quelque chose qui se déroule en 3 phases. D'abord, le prouveur envoie une mise en gage au vérifieur. Le vérifieur répond par un défi et le prouveur renvoie une réponse. Et en fonction de cette réponse, le vérifieur accepte ou rejette la preuve. Les propriétés attendues d'un tel protocole, ça va être, bon, d'une part que c'est complet, c'est ce qu'on vient de vérifier, hein, on accepte toujours la preuve si jamais tout s'est bien passé. On a une propriété dite de zero knowledge, qui est que si jamais... qui est que, en gros, le votant... le votant... je suis désolé, mais je fais une grosse déformation. Quand je vois V, je pense votant. Là, c'est le vérifieur. V, il faut qu'il apprenne rien. En fait, il faut que personne apprenne rien, sauf le fait que P connaît le secret. On a une petite hypothèse, c'est il faut que V il se comporte de manière honnête. C'est-à-dire que là, il faut qu'il envoie un vrai élément aléatoire, sinon, voilà. C'est pas très gênant en pratique, on arrive à le forcer. Et un autre aspect du protocole Sigma, c'est il faut que ça soit robuste, c'est-à-dire que ça convainque réellement le vérifieur. Si P ne connaît pas le secret, alors V va rejeter la preuve, au moins avec grande probabilité. Ce qu'on appelle la robustesse. Soundness en anglais. Il semblerait que ça se traduise en robustesse, je ne suis pas sûr de moi là-dessus. Bon, là, ce que j'ai dit, c'est avec les mains. C'est vraiment de manière très informelle. Or, on veut faire des preuves. Et donc, on va devoir modéliser cette notion informelle de je suis convaincu, je n'apprends rien, des choses comme ça. Et en fait, les modélisations sont assez perturbantes les premières fois qu'on les voit, donc je vais passer un peu de temps là-dessus. La propriété de zero knowledge, elle s'exprime avec « il existe un algorithme ». Donc c'est assez original. La propriété ça lit que rien, c'est je dispose d'un algorithme qu'on va appeler simulateur. Donc ça doit être un algorithme probabiliste polynomial, un bon vieil algorithme. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend les données publiques, cet algorithme, et il produit une trace d'exécution valide. C'est-à-dire, si on regarde là ce qui s'est passé, on a 3 données qui circulent, une là, une là, une là, ça nous fait un triplet. Et le simulateur, ce qu'il doit faire, c'est produire un triplet qui est valide aussi, qui est complètement indistinguable d'un triplet qui aurait eu lieu avec le vrai protocole. Alors, vu que le simulateur, il ne connaît que les données publiques, évidemment, il ne peut pas faire les choses dans l'ordre, sinon ça voudrait dire qu'il arrive à casser le système. Faut quand même que le protocole il prouve quelque chose. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le simulateur, il ne va pas fabriquer le triplet dans l'ordre, il va faire dans le désordre, il va commencer par fabriquer le défi, puis la réponse, et il va déduire la mise en gage. Et donc en fait, ça va être ça, cette idée, donc j'aurais peut-être dû commencer par la propriété de robustesse, mais elles sont tellement liées. La robustesse, ça va être, elle va tenir grâce au fait que là, il y a de la temporalité. C'est-à-dire que le prouveur, au moment où il met en gage, il ne sait pas encore le défi qu'il va recevoir. Et c'est ça qui va aider à convaincre le vérifieur. Et là, cette propriété de zero knowledge, elle nous dit « Ah ben oui, mais si on n'impose plus l'ordre, de toute façon, tout le monde peut produire un transcript valide. » Et en fait, c'est cette idée, à l'arrivée, le vérifieur, il est convaincu d'une seule chose, c'est un bit. Et il est convaincu de ça grâce au fait qu'il connaît la temporalité. Mais si on regarde, une fois que ça s'est passé, qu'on voit la trace d'exécution, on n'apprend rien du tout, parce qu'un simulateur aurait pu la produire complètement indépendamment. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est assez... Enfin, moi, ça m'a fait des nœuds au cerveau pendant un bout de temps, ça.
Donc bon, j'essaye de vous faire passer une partie de mes nœuds que j'ai réussi à défaire. La probabilité de robustesse, elle est plus simple. C'est on veut qu'il existe. Donc on veut être sûr que quand ça dit oui, le prouveur il connaissait réellement le secret. Et donc en fait, on va exhiber un algorithme qu'on appelle un extracteur, et qui va être que si jamais une fois que la mise en gage est faite, moralement, le prouveur, faut qu'il soit capable de répondre à n'importe quel défi. On va supposer qu'il est capable de répondre à 2 défis différents. Donc on a une mise en gage commune, une seule mise en gage, et puis un premier défi nous donne une réponse, et un deuxième défi nous donne une autre réponse. Et bien si le prouveur est capable de, comme ça, produire des réponses à plusieurs défis, alors il connaît forcément le secret. Et ça, on l'exprime avec un extracteur, c'est-à-dire un algorithme qui, étant donné 2 traces d'exécution valides avec la même mise en gage, arrive à calculer, en temps polynomial, le secret de X. C'est-à-dire que si jamais on a 2 traces, n'importe qui peut recalculer le secret de X. Donc, ça veut dire aussi qu'en tant que prouveur, une fois que vous avez mis quelque chose en gage, vous répondez une seule fois. Parce que si vous répondez 2 fois à 2 défis différents pour la même mise en gage, vous perdez tout. Donc voilà, c'est un peu ces 2 idées, simulateur-extracteur. Et donc c'est des propriétés qui finalement vont être les bonnes propriétés pour modéliser la zero knowledge et la robustness. C'est des propriétés, c'est des définitions qui en plus se combinent bien avec ce qu'on veut ensuite quand on veut faire des preuves plus générales sur un système compliqué comme un système de vote. Et donc on va regarder qu'est-ce que c'est que le simulateur dont je vous ai parlé dans notre cas, le protocole, là, le preuve de connaissance de log discret, je l'ai remis là. Et donc on va chercher c'est quoi le simulateur. Le simulateur, ça va être, je tire d'abord E au hasard, je tire un S au hasard plutôt que de le calculer, et je déduis grand K. Et qu'est-ce que je choisis pour grand K? Je prends pile la formule que de toute façon le vérifieur va vérifier. Donc voilà, le simulateur, c'est un algorithme très simple, c'est tirer E, tirer S et calculer grand K égale G puissance S, H puissance E, et ensuite remettre dans le bon ordre K, E, S. C'est très facile de vérifier que c'est un triplet valide, c'est raisonnablement facile de montrer que ça a exactement la même distribution. Dans le protocole original, petit k, il est uniforme dans ZQ, donc grand K est uniforme dans le groupe cyclique d'ordre Q, petit e, il est uniforme dans ZQ, et S, il s'avère qu'il va être uniforme dans ZQ aussi, mais relié par une équation aux 2 autres termes. Enfin, en fait, on a 3 éléments qui sont... le triplet, il est formé d'éléments qui sont à chaque fois uniformes dans leur espace, avec une relation qui les relie. Et donc le protocole normal, il fait d'abord le premier, le deuxième, puis le troisième pour que ça vérifie la relation. Le simulateur, il fait le deuxième, le troisième et le premier pour que ça vérifie la relation. Mais ça fait exactement la même distribution de probabilité. L'extracteur, c'est encore plus simple. C'est si on a 2 runs du protocole avec le même grand K, on a grand K égale G puissance S, H puissance E, G puissance S', H puissance E'. On tire, on pousse, et on extrait X, on extrait une relation entre H et G, et donc c'est le log discret de H en base G, c'est X égale S' moins S sur E moins E' modulo Q. Donc voilà, mon système mon protocole là, c'est pour ça, entre guillemets, qu'il est sûr, qu'il est bien zero knowledge et qu'il est robuste. Maintenant, il y a un problème majeur, c'est que là, tel que je l'ai présenté, il faut que le vérifieur il soit en ligne et qu'il discute avec le prouveur, parce que cette temporalité nécessite une interaction. Et donc, il y a une idée assez simple une fois qu'on nous l'a dit, mais bon, c'est assez génial en fait. C'est la transformation de Fiat-Shamir. On va remplacer cette notion de temporalité par une notion calculatoire. On va prendre H, une fonction de hachage cryptographique, donc une fonction à sens unique. Et donc le défi, plutôt que de le recevoir temporellement, on va le calculer en fonction des données précédentes. Donc ça va forcer comme ça une direction du calcul. On ne va pas pouvoir faire les choses dans le désordre, quoi. Vu que la fonction h, elle est à sens unique, on ne peut pas calculer une prime h. Donc voilà, c'est une idée toute simple. Mais donc là, je vais rester maintenant que sur des choses interactives, sachant qu'à chaque fois, on fait des petites moulinettes Fiat-Shamir pour rendre ça non interactif. Une autre preuve dont on a besoin, c'est prouver qu'on a bien déchiffré. Et ça revient à dire, je fais une exponentiation, j'élève à la puissance ma clé secrète.
Et donc, en fait, je dois montrer que l'exponentiation que je fais est correcte, qu'elle correspond à ma clé publique. Donc, si on formalise, le prouveur P connaît x tel que h égale g puissance x et m égale c puissance x. Et donc, il veut convaincre qu'il a bien fait ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut que vous voyez là, c'est vraiment très très similaire. Il tire K au hasard, il calcule les choses, il les envoie. V, il tire un défi au hasard. P, il calcule quelque chose qui est essentiel, qui est exactement la même formule. Et puis V, il accepte des trucs qui sont quand même très similaires. Alors, évidemment, on peut refaire tout, refabriquer le simulateur, un extracteur et tout ça. Mais quand on voit ça, on se dit, ah, quand même, il doit y avoir un petit truc un peu plus général. Et donc oui, il y a un truc plus général. Maurer, en 2009, a donné un cadre beaucoup plus général pour ce type de preuve. Ça couvre tout un tas de protocoles sigma. C'est les protocoles sigma qui s'appuient sur un morphisme entre groupes. Donc on va supposer qu'on a deux groupes, G et H, et phi un morphisme de G dans H. Dans notre cas précédent, je spoil un petit peu, à l'arrivée, pour la connaissance de log discret, le phi ira de ZQ dans notre groupe dans lequel le log discret est difficile. Donc en fait, il faut bien voir que phi est censé être un morphisme à sens unique, mais le log discret n'a pas besoin d'être difficile dans G, quoi. Donc voilà. Donc on suppose que phi, on a un morphisme comme ça, et qu'il est à sens unique. Et donc on a un prouveur qui connaît... Donc on a une donnée publique, Z, dans le groupe d'arrivée, et le prouveur veut prouver qu'il connaît une préimage de ce Z par phi. Donc un x tel que phi de x égale Z. Et donc le protocole sigma, c'est le même. Alors, on tire K au hasard, on calcule un grand K qui est l'image par le morphisme, on calcule un défi qui est un random dans ZQ. Là, on calcule... Alors, la formule est différente parce que le groupe G, je l'ai noté multiplicativement alors que ZQ, il est noté additivement. Mais bon, voilà, c'est la même formule. Et puis, le accept, il ressemble étrangement quand même. Et si vous essayez de faire les... Donc, j'ai mis des formules un peu en bas, mais en vrai, c'est tellement de la réécriture de ce qu'on a fait pour le log discret que c'est pas la peine de vraiment trop les regarder. On retrouve le x, c'est s sur s' puissance e moins e', mais comme on est en notation multiplicative plutôt qu'additive dans le groupe, c'est la même chose que le s moins s' sur e moins e' qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, en fait, ça nous fait un cadre beaucoup plus joli, je trouve. Et on a facilement complétude, robustef, j'ai pas mis zero knowledge parce que le simulateur, il se fait aussi facilement. Et on retrouve donc connaissance de log discret, c'est ce morphisme-là. Exponentiation correcte, c'est un morphisme qui est à peine plus compliqué. Et grâce à ce cadre, on va pouvoir traiter des situations un cran plus complexes. Donc là, typiquement, dans un préprint récent avec mes collègues, on avait besoin d'une preuve zero knowledge un peu différente de celle qui existait. Et bon, voilà le type de morphisme. Il prend 2n plus 5 éléments de ZQ et il renvoie n plus 6 éléments dans un groupe de points d'une courbe elliptique. Et le morphisme, il a cette tête-là, peu importe, mais bon, c'est assez facile que c'est facilement calculable. Et donc, hop, on applique le machin de Maurer et on obtient des formules qui se déroulent sur 2 pages écran, qui sont assez effrayantes. Si on nous donne juste le résultat de qu'est-ce que ça donne, je calcule machin, je calcule truc, là, on obtient des choses qui sont assez longues à écrire, mais en fait extrêmement automatiques. Donc c'est assez chouette d'avoir ce type d'outil dans sa boîte à outils. Cela dit, on reste limité à cette histoire de morphisme, et on ne va pas pouvoir coder avec ça, en tout cas pas que je sache, le ou de 2 preuves. Donc imaginons que moi, en tant que prouveur, je veux montrer soit que je connais x1 tel que quelque chose, soit que je connais x2 tel que autre chose. Donc j'ai 2 systèmes de preuves zero knowledge, ZKP1, ZKP2, une qui parle d'une donnée secrète x1, une qui parle d'une donnée secrète x2. Le prouveur, il n'y a qu'une seule des deux qui connaît, et il veut convaincre le vérifieur qu'effectivement il connaît une seule des deux. Alors les traces d'exécution, je les ai notées comme 1, comme commit, shall 1 comme challenge, resp 1 comme response, et puis comme 2, shall 2, resp 2. Et donc l'astuce va être que le vérifieur, plutôt que d'envoyer 2 challenges, shall 1 et shall 2, il va en envoyer un seul, qui va être ch, en s'attendant à ce que ça soit la somme des 2 challenges des traces. Donc,
Et ce degré de liberté qu'il donne au prouveur, il donne 1 degré de liberté, hein, il envoie un seul challenge au lieu de 2, ça va permettre au prouveur de choisir un des côtés où il va tricher. Alors qu'est-ce que ça veut dire tricher? Il ne connaît pas x2, imaginons qu'il connaisse x1, mais qu'il ne connaît pas x2, et il doit produire un com2, chal2, rest2. C'est pas dur, il appelle le simulateur. C'est un protocole zero knowledge, donc il existe un simulateur qui permet de produire des transcripts. C'est juste qu'il ne peut pas les produire de manière interactive, mais c'est pas grave. Chal2, il n'est pas encore... Enfin voilà. Donc il choisit, il appelle le simulateur, ça lui donne toute cette colonne-là, et ensuite il calcule, il va jouer le vrai protocole du côté 1, donc il calcule une mise en gage normale comme 1. Et donc il va envoyer, là il a calculé la première ligne et la deuxième colonne, et il va envoyer la première ligne au vérifieur. Le vérifieur, il prend ces 2 commits, et il en renvoie un défi, CH, et donc il s'attend à ce que ça soit la somme des 2 challenges, mais pour l'instant les challenges n'ont pas été trouvés. Donc ce que fait P, il a déjà calculé chal2, il connaît, on lui donne CH, donc il en déduit chal1 compatible avec cette équation. Donc il calcule chal1 égale CH moins chal2, et il va pouvoir calculer le resp1 correspondant, parce que le x1, lui, il le connaît. Hein, il est capable de faire une vraie preuve zero knowledge de ce côté-là. Et donc, il va calculer, il va compléter, là, il va calculer chal1, resp1, et puis donc maintenant, il va envoyer chal1, resp1 et chal2, resp2 au votant, au vérifieur, décidément, et le vérifieur va accepter si les 2 exécutions sont valides, et si le challenge qu'il avait envoyé est bien la somme de chal1 et chal2. Et ça, en fait, ça va nous permettre de combiner, de convaincre le vérifieur que le prouveur connaît soit x1, soit x2. Mais il ne sait pas lequel. C'est complètement ce qu'il reçoit, le vérifieur est complètement symétrique en ZK1, ZKP1, ZKP2. Le prouveur a fait quelque chose d'asymétrique, mais le vérifieur ne va pas pouvoir deviner de quel côté ça a été simulé. Voilà. Et si jamais le prouveur ne connaissait pas ni x1 ni x2, il serait obligé d'utiliser le simulateur des 2 côtés, et il y a 0 chance que les chal1 et chal2 qui sortent, ils se somment à CH, qui est le défi envoyé par le vérifieur. Donc ça va se passer comme ça. Et les exemples qu'on utilise en vote, c'est si jamais le lecteur il veut montrer qu'il a bien chiffré soit 0, soit 1, il va faire une preuve de chiffrement de 0, une ZKP comme ça, une preuve de chiffrement de 1, et puis il va les combiner avec ce système de OR, en fonction de soit il a voté 0, il va appliquer le simulateur du côté 1, soit il a voté 1, etc. Et donc on peut combiner des preuves assez compliquées et arriver comme ça à prouver des choses assez chouettes, avec des gros paquets de morphismes qui prouvent des choses compliquées, qu'on combine avec des OR, combiner avec des OU, des et, c'est facile. Hein, enfin, je veux dire, si je veux prouver que A et que B, je prouve A, puis je prouve B. Ça marche. Donc voilà pour les preuves zero knowledge. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'on arrive à faire des choses quand même assez fun comme ça, combiner pas mal de choses. Là, moi, j'arrive maintenant à un autre domaine, toujours dans le vote électronique. On va essayer de prouver des choses plus compliquées lors du dépouillement. Donc, alors, l'idée, c'est de faire le dépouillement en aveugle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on va donner que le résultat, rien que le résultat. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi le résultat? Et le résultat d'une élection, spontanément, quand on est habitué au vote papier, c'est combien de voix a obtenu chaque candidat. Ouais, mais ça, en fait, c'est pas ça le résultat. Le résultat, c'est qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a le plus de voix. Donc en fait, le résultat, c'est juste un nom. Mais des fois, le mode de calcul de qui a gagné, imaginez par exemple qu'on est en train de parler d'une assemblée où on doit élire 3 personnes, 3 sièges, et les règles du plus fort reste, etc. Donc ça fait un mode de calcul complexe. Le résultat, pourtant, c'est qui obtient les 3 sièges. Donc voilà. C'est ça ce que j'entends par dépouiller en aveugle, c'est définir le résultat d'élection le plus petit possible, et il faut que le processus de dépouillement ne donne que cette information.
C'est un moyen par exemple, ce que je vous avais dit au tout début, l'unanimité. L'unanimité, ça dit que le secret du vote. Ben non, pas forcément. On veut juste savoir qui a gagné. Si on définit le résultat du vote comme étant qui a gagné, l'unanimité n'est pas un problème, puisqu'on ne saura pas qu'il y a unanimité. On peut publier des choses un peu plus précises. On peut, par exemple, la commission électorale veut dire « Ouais, mais non, mais moi, je veux pas juste savoir qui a gagné, je veux quand même savoir s'il y avait un peu de marge, quoi. » Eh ben, on peut décider que le résultat, c'est le candidat A a gagné avec entre 50 et 60% des voix. Ça, voilà, ça c'est complètement légitime. Et il y a un intérêt qui est aussi de lutter contre ce qu'on appelle les attaques à l'italienne. Donc il y a des situations où les bulletins de vote sont très complexes, sont très longs. Complexes au sens, il y a beaucoup de bits d'information. Typiquement, c'est des systèmes de vote où on trie les candidats. Donc un électeur, ce qu'il va dire, c'est qu'il ne va pas choisir un candidat, il va dire celui-là c'est mon préféré, celui-là c'est mon deuxième préféré, ces deux-là ils sont match nul, mes troisièmes préférés, etc. Et donc ça fait des bulletins, si on trie par exemple 20 candidats, il y a factoriel 20, il y a énormément de bits d'information dans un bulletin. Et si on utilise les bits de poids faible de cette information, les bits les moins signifiants, donc typiquement la fin du classement, là où en vrai on s'en fiche un petit peu de distinguer est-ce que le 19e, je le mets devant le 20e ou pas, bon, peu importe. On peut utiliser ces derniers bits pour signer son bulletin. Et donc, au moment du dépouillement, si on révèle tous les bulletins, eh ben, on pourra dire « Ah, regarde, c'est mon bulletin, là, je t'avais dit, je mettrai ça à la fin, et tu vois, c'est le mien, et j'ai voté comme tu m'avais dit. » Et donc, hop, on va pouvoir faire de l'achat de vote, de la vente de vote, et ce genre de coercition. Donc, on peut vouloir éviter ça. Et pour ça, il faut réussir à dépouiller en aveugle, y compris des choses extrêmement compliquées. L'idée, c'est qu'il faut que les autorités de confiance, celles qui possèdent les clés de déchiffrement, elles non plus ne doivent pas obtenir plus d'informations que ce qui est publié. Sinon, c'est pas du jeu. Bon, après, on pourrait... sinon, c'est pas du jeu, c'est moi qui décide que c'est pas ça le jeu. J'aime bien. Je fais pas confiance aux autorités. On va faire donc quelque chose... Là, on va pas s'en sortir juste avec des preuves zéro knowledge. Idéalement, on aurait du fouillis homomorphe, comme a raconté Xavier ce matin. Bon, même si ça a fait beaucoup de progrès, là ça va être un peu chaud. Ce qu'on peut faire par contre, c'est du calcul multipartite, parce qu'on est dans un cadre plutôt sympathique, où on a des autorités qui possèdent des clés de déchiffrement et qui peuvent intervenir durant le calcul. Tant qu'elles apprennent, on suppose qu'il y en a une qui est honnête, et elles peuvent faire des choses, elles peuvent utiliser quand même, elles ont le droit de déchiffrer des choses. Il ne faut pas qu'elles déchiffrent directement des choses qui liguent de l'information, mais elles ont le droit de déchiffrer des choses. Donc on va pouvoir utiliser ce genre d'aide de la part des autorités pour fabriquer le résultat de la fonction. Donc voilà, donc on a des données publiques, des autorités qui possèdent les informations, donc les données publiques, c'est les bulletins chiffrés avec la clé de l'élection, des autorités qui possèdent des informations qui doivent rester secrètes, leur clé secrète de déchiffrement, et une fonction qui est la fonction de déchiffrement, la fonction de dépouillement, qui, étant donné les données secrètes, déchiffre tous les bulletins, fait le calcul du résultat, et donc qui a gagné, et retourne uniquement le résultat. Tous les calculs intermédiaires doivent rester complètement cachés, y compris pour les autorités. Donc on veut produire un tel protocole qui soit vérifiable par tout le monde en plus, et qui soit zero knowledge, c'est-à-dire que s'il est au moins un DTI est honnête, aucune autre information que la valeur de f, la sortie de cette fonction de comptage, de dépouillement, ne doit fuiter. Comment on va faire ça? Donc on va de nouveau utiliser à fond Elgamal et ses propriétés. Donc il est semi-homomorphe, on en a déjà parlé. Il est re-randomisable, ça je pense qu'on ne l'a pas encore dit. Si j'ai un chiffré d'une valeur A, je peux le multiplier par un chiffrement de 0, un chiffrement aléatoire, et ce que j'obtiens, c'est un nouveau chiffré de A, et qui est complètement indistinguable. Si Xavier, tu en as parlé ce matin, je crois. Qui est complètement indistinguable d'un autre. Et donc, ça, c'est super, parce que ça nous permet de faire des opérations, et savoir si on a agi d'une manière ou d'une autre. On re-randomise un coup derrière, hop, on cache bien. On a une fonction de déchiffrement distribué, donc je vais noter DDEC pour me rappeler que c'est quand même distribué. C'est les autorités, là, elles ont un petit protocole qui permet de déchiffrer un bulletin sans révéler leur clé secrète. Et donc le principe, ça va être, on va manipuler des bits, là ça rejoint vraiment beaucoup ce qui a été raconté ce matin avec le chiffrement homomorphe. On va manipuler des chiffrés de bits et on va fabriquer des portes logiques, des et, des ou, etc. Et puis on va les combiner.
Et puis ça va nous permettre de calculer n'importe quelle fonction. Parce que une fois qu'on a suffisamment de portes logiques, on peut tout calculer. Il faut juste fabriquer les circuits correspondants. Au niveau élémentaire, pour ces portes logiques, on va utiliser une stratégie qui va être on masque. On appelle, donc on a des inputs, on les masque. Ensuite, on déchiffre les versions masquées. Donc on ne leak rien sur les inputs. Et puis avec ce déchiffrement, ça va nous permettre de fabriquer ce qu'on veut du résultat. On va démasquer quelque chose. Et il y aura des preuves zero knowledge à chaque étape, pour que les gens soient vérifiés. Alors on va faire la porte AND, la porte E. Alors c'est une version un tout petit peu simplifiée, mais elle est déjà suffisamment complexe. Ça date de 2004. Je suppose que j'ai grand X et grand Y, deux chiffrés de petit x et petit y, qui sont des bits, 0 ou 1. Et mon output, ça doit être le chiffré de z, avec z qui est le AND de x et y, donc le produit xy. X fois y. Ce qui va se passer, c'est que, bon, déjà, on va recoder le y là, qui était en 0,1, le bit, on le recode en -1, -1, donc c'est plus un signe. C'est plus facile à flipper un signe que flipper un, bon, peu importe. On préfère avoir un signe. Et ensuite, on va faire un tour. Chaque autorité va prendre le x et le grand x et le grand y, les deux chiffrés, et elle va les élever à la puissance un bit de signe. Et donc, en gros, elle va changer le signe du texte qui est à l'intérieur, sans connaître le texte à l'intérieur. Elle va prouver qu'elle fait ça bien. Et donc, chacune des autorités va faire ça à son tour. À l'arrivée, comme ça, le signe aura été flippé ou pas flippé un certain nombre de fois. Dès qu'il y a une des autorités qui est honnête, bah, elle va oublier son bit de signe, et donc bah, on ne saura pas si le résultat à la fin du tour, c'est les chiffrés originaux, enfin les valeurs originales, ou si c'est les valeurs où le signe a changé. Et ensuite, donc, on va pouvoir déchiffrer quelque chose et recalculer le résultat à partir de ce déchiffrement. Je vais vous le montrer sur un exemple, je trouve que c'est plus facile. On a donc là, avec les petits x, c'est ce qu'il y a à l'intérieur déchiffré. Évidemment, les autorités ne connaissent pas ni petit x, petit y. Donc petit x et petit y, c'était les bits, et x0 et y0, c'est ce qu'on met à l'entrée, et donc le 2y-1, c'est pour convertir un bit 0,1 en un bit -1,1. La première autorité, imaginons qu'elle ait choisi le bit de signe 1. Bah à ce moment-là, hop, ça reste le même, x1, y1. Deuxième autorité, elle a choisi un bit -1, hop, ça flippe le bit, etc. etc. N'oubliez pas, hein, les autorités travaillent que sur les chiffrés, donc elles ne savent pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur. On arrive à la dernière autorité, T3, elle a choisi 1, donc là on a eu deux autorités qui ont dit 1 et une autorité qui a dit -1, donc à l'arrivée on obtient x3, y3, où ça a changé le signe de x, de x et de y par rapport au truc initial. Le Y3, il est complètement... donc le grand Y3, le chiffré correspondant à Y3, c'est un bit aléatoire. Donc on peut le déchiffrer, celui-là. On ne leak pas d'informations par rapport au bit de départ. Donc on le déchiffre, on obtient le vrai petit Y3. Et vous voyez, on calcule grand X3 à la puissance Y3. Donc à l'intérieur, en fait, ça va faire petit X3, Y3 à l'intérieur des chiffrés, vu que c'est homomorphe. Donc on va calculer un chiffré en faisant grand xn puissance yn, on calcule le chiffré de x3, y3, donc xn, yn, qui est dans notre cas moins x0 fois moins y0, et donc c'est x0, y0. Mais en fait, de toute façon, vu qu'on a changé les signes simultanément, ça fait toujours x0, y0. Et donc ça fait x facteur de 2y-1, c'est-à-dire 2xy moins x. Et je vous rappelle qu'on veut calculer xy. Là, on y est presque, hein, parce que enlever x, faire moins x, ça veut dire qu'il faut refaire plus x, on multiplie homomorphiquement par le chiffré grand x, ça va remultiplier ça va m'enlever le moins x. Et puis il y a ce puissance 1,5 qui va me virer le 2. Calculer une racine carrée d'un chiffré, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et donc voilà, en fait, avec ce 1 round de bit flip, on a réussi à masquer suffisamment pour qu'on arrive à faire notre porte E. Là, c'est en gros ce que j'ai raconté sur le dessin, c'est sur les slides. Une fois qu'on a notre porte AND, on veut les autres portes. Mais moi, je suis feignant. Je dis juste que la porte NOT, elle est super facile à faire parce que le chiffrement est homomorphe, donc c'est 1 moins x pour chiffrer un bit. Donc le NOT, il est facile. Une fois que j'ai le NOT, une fois que j'ai le AND, j'ai le NAND, et le NAND est universel. Je peux faire tous les circuits avec. C'est gagné.
Donc voilà, alors évidemment, quand on me dit ah bah ok, maintenant que tu as ton AND, fabrique-moi une addition d'entiers sur mbit. C'est marrant, c'est presque le même exemple que celui de ce matin. Un additionneur sur mbit, et ben l'additionneur, évidemment, on peut l'écrire avec les portes NAND, mais bon, on va utiliser quand même le fait, on va essayer de minimiser le nombre d'appels à AND, et puis utiliser le fait que le chiffrement est homomorphe, et donc la somme des bits est gratuite. Là, vous voyez, hein, la première étape qu'on fait, c'est un AND de x0, y0, et donc en fait, on est en train de calculer le bit de retenue, hein, le AND des 2 bits de poids faible de l'entrée, de 2 entiers. Quand on fait la somme, c'est le premier bit de retenue qui va arriver. Et donc après, bon, on propage, on calcule. Bon, c'est pas très intéressant de voir les détails. C'était juste pour vous montrer qu'après, on arrive à combiner. Je vais accélérer un tout petit peu. Le modèle de coût de ça est quand même vachement atypique. C'est un peu comme ce matin où on avait cette histoire de ce qui compte, c'est la profondeur multiplicative. Là, ce qui compte, c'est autre chose. Mais on n'est pas du tout comme dans un circuit classique. Là, les portes AND coûtent des communications, il y a des points de synchronisation, et donc le parallélisme, c'est pas seulement un parallélisme de calcul, c'est un parallélisme qui doit devoir masquer les communications et limiter les synchronisations. Inversement, on a la facilité qu'on n'a pas de problème de fan-in et fan-out pour ceux qui aiment bien les circuits avec des vrais transistors. Un petit transistor, il ne peut pas avoir trop de fils qui sortent de lui, donc on ne peut pas avoir des portes qui alimentent plein de portes. Nous, il n'y a pas de problème, on a le droit à ça. On n'a pas le droit au branchement, par contre, un branchement qui dépend d'un secret, il va leaker de l'information et ça ne sera plus zero knowledge. Et donc, une fois qu'on a ce modèle de coût qui est un peu atypique, on reprend la littérature et on s'amuse. On ressort que, par exemple, un vieil algorithme de Brent et Kung de 1982 nous donne un circuit d'addition, un circuit vraiment logique, hein, d'addition en profondeur logarithmique. Donc on a complètement cassé la chaîne de retenue. Ça, c'est dans la littérature depuis les années 80. Ou quand on veut trier des éléments, on ne va pas pouvoir faire comme on n'a pas de branchement qui dépendent des secrets, ça nous fait un modèle d'algorithme de tri qui est un petit peu différent. Et c'est assez marrant parce que c'est un algorithme, le plus naturel, c'est le trifusion pair-impair de Batcher, qui date de 68 et qui est actuellement utilisé plutôt quand on veut trier sur des GPU, parce qu'eux aussi, ils n'aiment pas les branchements. Je trouve ça assez fun de voir que des vieux algos retrouvent des applications dès qu'on change un peu les modèles de calcul. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on s'est fait une boîte à outils. Alors évidemment, c'est écrit trop petit, le but, c'est pas que vous lisiez tout ça. Mais nous, on s'est fait une énorme boîte à outils parce qu'à l'arrivée, nous, ce qu'on veut, c'est dépouiller, donc appliquer des fonctions de dépouillement de vote électronique. Et donc, on a eu besoin de tout un tas de choses et on a plein de variantes. Donc typiquement, là, vous voyez probablement pas, mais il y a 4 variantes pour la comparaison de 2 entiers selon qu'on veuille optimiser quelque chose ou quelque chose d'autre. On supporte à la fois le chiffrement El-Gamal, qui est notre préféré, parce que c'est celui qui est vraiment le plus utilisé en vote électronique, mais aussi Paillet, comme l'a expliqué Xavier ce matin. Le chiffrement de Paillet, il est un peu plus facile, en fait. Il est un peu plus homomorphe, on peut déchiffrer n'importe quoi. Enfin, il est exponentiel. Bref, on n'est pas obligé de chiffrer que des petits entiers, quoi. Donc ça aide. On a fait quand même beaucoup d'efforts pour que ça soit compatible avec des systèmes de vote classiques. En fait, c'était un peu ça l'intérêt de ce travail, parce que du MPC, pour faire du dépouillement, c'est quelque chose d'un peu banal pour ceux qui font du MPC classique. Là, nous, on voulait que ça rentre vraiment dans un contexte El-Gamal, vote électronique, où on puisse garder, en gros, le système Helios et rajouter le dépouillement en aveugle. Et donc, on a fait ça pour le système de Condorcet, entre autres, qu'un système où, justement, on classe les candidats, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le calcul de qui est un vainqueur, c'est un calcul de plus court chemin dans un graphe pondéré, donc qu'on a programmé avec notre porte AND. Donc on s'amuse bien. Et donc voilà, on voit que la complexité quand même pour les autorités, elle est linéaire en le nombre d'autorités, parce qu'effectivement il faut qu'ils fassent des tours et qu'ils vérifient les preuves des zéro knowledge de tout le monde, et cubique en le nombre de candidats. Donc ça commence à piquer un peu quand on a 20 candidats, hein. Mais voilà, ça passe encore, 20 candidats, 1000 bulletins à dépouiller, 9 heures sur chaque 3 autorités, 4 threads de calcul. Voilà. En fait, le but, c'était aussi de vérifier cette complexité, on la voit en pratique. Oui, ça croît bien de manière cubique, ce qui était quand même un peu ce qu'on voulait vérifier avec ce calcul. Pour conclure, le vote électronique, en vrai, c'est très fun. Ça fait une application rêvée pour jouer avec la cryptographie moderne. Il y a plein de choses. Les besoins de preuves zero knowledge, on les a dès les premières propriétés. On est obligé de faire des petites preuves zero knowledge. Mais on peut vraiment les voir déployer en pratique
pour des élections à fort enjeu, que ce soit en Suisse ou en France pour les dernières législatives, pour les Français de l'étranger qui votaient par Internet. Et au-delà des preuves zero knowledge, qui peuvent aller de plus en plus compliquées, il y a d'autres systèmes cryptographiques avancés qui ne sont pas forcément encore très déployés. Donc le MPC, le multiparty, j'en ai parlé. Mais il y a aussi, si on commence à sortir un petit peu d'Helios et Belenios, on peut avoir des systèmes, utiliser le fully homomorphe, ou functional encryption, qui est autre chose, ou les verifiable delay functions. On a plein d'outils comme ça qui sont apparus, qui se sont développés cette dernière décennie, où le vote électronique permet de les mettre en œuvre de manière assez naturelle. Et une des choses aussi que je n'ai pas mentionné du tout, et qui me semble être pourtant l'avenir, c'est les systèmes de preuves zero knowledge génériques, les SNARK, les choses comme ça. C'est des systèmes de preuves qui sont capables de faire des preuves zero knowledge très très efficaces, très courtes, et pour n'importe quelle propriété. Alors j'enlève le très très efficace. Efficace, pas très très. Par contre, très très courtes, et pour n'importe quelle propriété. Elles sont de plus en plus efficaces. C'est pour ça que je dis très très efficace. Avant, on se disait, ouais, bon, je vais quand même pas passer 20 heures à faire ma preuve zero knowledge que mon bulletin est bien formé. Maintenant, ouais, je vais quand même pas passer 30 secondes à vérifier que mon bulletin est bien formé. Voilà, 30 secondes. Voilà. Donc bon, ça devient de plus en plus efficace. Ça s'est développé depuis une décennie dans l'écosystème blockchain. C'est peut-être pour ça au début que le vote électronique s'est mis un peu à part, parce que quand on parle de blockchain, souvent il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, en tout cas à l'époque. Et donc on ne s'est pas du tout jeté sur ces systèmes de preuves génériques à l'origine. Mais là, on est en train de réaliser qu'à côté de notre super boîte à outils qui a été développée dans les années 2010, là, on a une imprimante 3D là, dont on ne se sert pas, et c'est un peu ballot. Donc là, les gens ils nous ont fait une super imprimante 3D et on va commencer à l'utiliser sérieusement pour faire des choses du vote électronique. Ça commence typiquement dès qu'on va faire des preuves zero knowledge qui sortent du contexte, un petit peu morphisme de groupe que je vous ai présenté. Par exemple, je connais un message dont le haché est dans une liste publique de hachés. Ça, c'est quelque chose, ça va être très dur de faire sans des preuves zero knowledge génériques. Ça a déjà été utilisé un petit peu par les collègues là, dans un papier récent. On va pouvoir mettre sur un tableau d'affichage des choses, juste des hachés des bulletins par exemple. Et puis, peut-être le plus important, ça va aider probablement à la transition post-quantique. Parce que faire des preuves zero knowledge sur des systèmes post-quantiques, c'est plus difficile. On n'a pas toute la toolbox que je vous ai présentée. Et donc, ces systèmes génériques peuvent peut-être permettre de faire des choses sympas. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.